Bonjour et bienvenue sur C+, la chaîne où on parle de vulgarisation sur Internet. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, j'ai deux invités, Tania et Stéphane, que vous connaissez peut-être d'ailleurs de par leurs chaînes YouTube respectives, Tania Louis et Homo Fabulus. Mais c'est de leurs travaux de recherche dont on parle aujourd'hui, pas de leur chaîne YouTube. Ils ont publié un article avec leur co-auteur il y a quelques mois qui décrit le paysage du YouTube scientifique francophone. Et je pense que leur méthodologie et leurs résultats risquent de vous intéresser. Vous pouvez trouver l'article dans la description, il est en accès libre, c'est assez rare pour être noté, et je vous transfère tout de suite à notre conversation. La recherche sur YouTube, ça existe? Il y a vraiment de la recherche qui se fait sur les gens qui sont sur YouTube. Je vois que vous avez, j'ai vu que vous avez beaucoup de références, donc comme quoi ça doit exister, mais est-ce que vous pourriez parler un petit peu de ce champ de recherche-là qui a l'air d'être un peu superficiel, on va dire? On pourrait se dire ça en tout cas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de recherche qui se fait sur YouTube depuis quelques années, ça reste très récent, mais sur des formats assez, «non aboutis» entre guillemets. Ça a rien de péjoratif, hein, mais autant j'ai reçu énormément de sollicitations pour des mémoires de master, par exemple, pour témoigner, autant très, très peu pour des thèses ou pour des enquêtes à plus large échelle qui avaient vocation à être publiées. Donc il y a de plus en plus de recherches sur, YouTube, mais c'est de la recherche qui est encore très préliminaire. Et de fait, on a eu du mal à trouver beaucoup de ressources, abouties pour, la biblio. Alors, on n'a pas travaillé que tous les 2, hein, on a fait appel à des gens qui étaient plus dans le domaine des sciences de l'éducation justement, mais ça a été assez compliqué de trouver de la littérature sur laquelle s'appuyer. Donc peut-être d'où est partie la volonté de faire cet article-là, de s'intéresser à toutes les chaînes scientifiques françaises? En fait, avant cet article, on s'y intéressait déjà un petit peu tous les 2, dans des registres différents, parce que Stéphane a pas mal travaillé à partir des données de l'API YouTube pour, tester différentes statistiques d'analyse, chercher des indicateurs autres que le nombre de vues et le nombre d'abonnés. Et moi, de mon côté, j'avais déjà fait 2 enquêtes que j'avais diffusées auprès de pas mal de vidéastes, francophones. Et en fait, quand on a eu un appel à projet qui est sorti de Frontiers autour de la vulgarisation, sur YouTube, c'est Stéphane qui m'a contacté en me disant: «Hey, pourquoi on combinerait pas nos 2 approches pour essayer d'en faire un vrai bel article?» Donc évidemment, j'ai dit: «Oui», on a soumis un résumé et quand le résumé a été accepté, on s'est rendu compte qu'en fait, mon bout d'analyse plus son bout d'analyse était fait sur des échantillons différents et que si on voulait en faire un article cohérent et robuste, bah, il fallait qu'on le refasse sur un même échantillon. Et là, on s'est lancé, à la recherche de personnes pour nous aider dans tout ce travail-là et dans vraiment une nouvelle version de ce qu'on avait pu faire déjà un peu à titre personnel chacun de notre côté. Déjà, j'avais compilé une liste de vidéastes qui font de la vulgarisation scientifique en français. Donc, j'ai une liste de, je sais plus, de faire 500 personnes, je pense, qui est accessible à tous. Et puis, j'avais récupéré le nombre d'abonnés pour chacun, la description de la chaîne, quelques statistiques comme ça. Et puis, j'avais commencé à essayer de regarder quelles sont, est-ce qu'il y a des disparités dans le nombre de vues? Est-ce que les petites chaînes sont autant likées que les grandes chaînes? Est-ce qu'elles reçoivent plus de commentaires, etc. Donc, j'avais fait des petites analyses comme ça, mais rien de très sérieux. Et donc, je m'étais dit que publier un article, ce serait l'occasion d'approfondir un petit peu tout ça. Ouais, moi de mon côté, j'ai fait 2 enquêtes, une en 2016, une en 2018, donc sans aucune prétention, mais simplement parce qu'après avoir commencé à rencontrer d'autres vidéastes, j'ai eu la sensation qu'on avait pas mal de points communs qui correspondaient pas aux idées que le public se faisait du youtubeur de science et notamment en termes de précarité, en fait. Donc la première enquête était très centrée sur les revenus des vidéastes et leur situation professionnelle et il y avait quand même déjà 106 répondants à l'époque sur les vidéastes de sciences. Et puis en analysant celle-là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs que j'avais pas demandé, comme le genre notamment, et ça me paraissait intéressant de voir combien il y avait de femmes, est-ce qu'elles étaient plus représentées dans certaines disciplines que d'autres, etc. Donc en 2018, j'ai remis un peu à jour le questionnaire et je l'ai fait tourner cette fois-ci dans la communauté plus large des vidéastes culturels. Donc il y a eu 190 réponses. Et voilà, donc avec pas mal de catégories en plus, là, il y avait toute une partie sur la reconnaissance par les institutions et cetera et tout ça est accessible, publiquement sur internet, hein, parce que je l'ai jamais publié, je l'ai jamais analysé de façon approfondie, mais le but, c'est que ça puisse, servir maintenant que les données existent. Et donc là, votre question de recherche, si on peut dire, pour cet article-là, c'était laquelle? Alors, on en avait 3. On en avait 3 principales. Il y en a peut-être une qu'on pourra plus laisser tomber que les autres. Qui sont les vulgarisateurs scientifiques, tout simplement. Donc, avoir des données sur leur âge, leur sexe, leur profession, leurs revenus, etc. La deuxième grosse question, c'était
quelles sont les caractéristiques de leur chaîne, donc le nombre d'abonnés, le nombre de likes, le nombre de vues, ce genre d'indicateurs-là. Et la troisième question, c'est est-ce qu'il y a des différences entre les vulgarisateurs institutionnels et les vulgarisateurs non institutionnels? Donc, les vulgarisateurs institutionnels, c'est toutes les chaînes YouTube des universités, des grandes écoles, des musées de sciences, ce genre de choses. Et c'est donc Tobias, qui connaît bien le milieu de la vulgarisation, qui nous a suggéré de mettre cet axe-là dans le papier, parce que c'est un axe qui est souvent étudié, comparer les institutions et les particuliers dans le domaine de la communication scientifique. Donc, on a rajouté cet axe-là. Finalement, vous essayez de dresser un portrait de c'est quoi la vulgarisation sur YouTube c'est francophone, hein, c'est pas que français, c'est ça? Oui, francophone. Oui, exactement. Et oui, c'est complètement descriptif aussi. C'est que on voit ça comme une première approche. En fait, on fait une description la plus large possible de tous les vulgarisateurs scientifiques. On n'a aucune statistique inférentielle, par exemple. On a laissé ça pour des prochains articles. Là, c'est vraiment un gros sondage, beaucoup de données. D'ailleurs, certains de nos reviewers nous l'ont reproché, entre guillemets, beaucoup de données dans un même article. Mais comme il y en avait très peu jusqu'à présent, on trouve que c'est intéressant quand même. Ok. D'ailleurs, je pense que on peut le dire, puis ce sera très très visible sur le site de publication. Mais je fais partie de vos 2 reviewers. Vous aviez 2 personnes qui reviewaient votre article pour vérifier qu'il était fait en bonne et due forme dans les règles de l'art et avec des bons résultats. Et j'avais été contactée donc par l'éditeur qui m'avait demandé de reviewer votre article. Tout s'est fait en confidentialité. Vous avez découvert que c'était moi qui reviewais votre article qu'une fois qu'il avait passé tout le processus. Et donc, c'est pour ça que je suis un peu au courant. Ouais, c'est ça. Je suis assez étonnée. Moi, j'étais persuadée que On avait deviné que c'était quelqu'un qui faisait des vidéos. Ouais. Ouais. On avait le côté, c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, c'est sûr. Mais qui? Mystère. Eh ben, c'était moi. Donc, je connais un petit peu votre article. Je l'ai lu en tout cas, plusieurs fois. Est-ce que vous pourriez me dire un petit peu, donc c'est descriptif votre article de la situation aujourd'hui. Donc, justement, c'est quoi le portrait que vous tirez aujourd'hui de la situation des vidéastes francophones en sciences? En très résumé, les vidéastes vulgarisateurs, c'est en majorité des hommes entre 18 et 35 ans, même si plutôt même entre 25 et 35 ans aujourd'hui. On a un peu vieilli, très diplômés, beaucoup plus diplômés que la majorité de la population, mais plus précaires que la majorité de la population. Et pour qui la vidéo est pas du tout, comment dire, ils prétendent pas se substituer aux enseignants. Leur but, c'est vraiment d'informer et de susciter la curiosité, pas de faire des cours, hein. En revanche, la plupart des vidéastes ont pas de formation à l'audiovisuel. Donc on est vraiment sur un portrait d'experts qui vulgarisent plutôt que de personnes très compétentes en audiovisuel qui parlent de leur passion, ce qui est un peu contre-intuitif par rapport à l'image de l'adolescent qui se filme tout seul dans sa chambre. On en est vraiment très loin. On a 50% des personnes dans notre échantillon qui ont un équilibre négatif. Ça ne veut rien dire, un équilibre négatif, qui perdent de l'argent. Qui perdent de l'argent depuis qu'ils ont créé leur... c'est ça, balance en anglais, mais ils perdent de l'argent depuis qu'ils ont créé leur chaîne. Et il y a seulement 12% des personnes dans notre échantillon qui gagnent plus de 1 000 € par mois, donc qui peuvent vivre de leur chaîne, alors que 44% gagnent rien du tout, 0 € de leur chaîne YouTube. Donc ça a été vraiment intéressant ce sondage pour se rendre compte vraiment d'avoir des bonnes données là-dessus. Ça reflète ce qu'on ressent dès qu'on s'intéresse à la communauté, c'est qu'il y a une énorme hétérogénéité, à la fois en termes de modèle économique et simplement d'envie d'avoir un revenu lié à sa chaîne ou pas. Ce qui m'a aussi assez surprise, c'est au niveau des institutions, pour dire quand même quelques mots de cet axe-là. En fait, les chaînes institutionnelles sont majoritairement plus anciennes que les chaînes portées par des individus. On pourrait penser que les institutions sont arrivées après coup sur YouTube. En fait, elles étaient là avant, mais elles ont une utilisation très différente de l'outil. Un des points positifs de notre article, c'est d'une part qu'on a un échantillon beaucoup plus gros et beaucoup plus représentatif que ce qui s'était fait jusqu'ici. Donc des publis sur YouTube, tu peux en trouver, mais les sondages, souvent, ça va être fait sur 20 à 30 personnes. Et les analyses plus quantitatives, souvent, ils sont allés taper dans le site SocialBed, je ne sais pas si tu connais, qui répertorie un peu toutes les chaînes YouTube. Enfin non, justement, elle ne répertorie pas toutes les chaînes, elle répertorie surtout les plus connues, celles qui ont le plus d'abonnés. Et du coup, il y a pas mal de chercheurs qui se sont basés là-dessus pour faire leurs recherches, ce qui fait que les échantillons sont très souvent biaisés en faveur des chaînes les plus populaires. Et nous, on a essayé justement d'avoir un échantillon beaucoup plus représentatif.
Là, tu m'apprends un truc. J'étais persuadée que Social Blade, ça prenait tout le monde, en fait. Je savais même pas que c'était réservé à des grosses chaînes. Ben, en fait, je suis même pas sûr de je suis même pas certain de comment ils construisent leur truc. Mais moi, à chaque fois que je vais sur le site et que j'ai recherché, je trouve jamais toutes les petites chaînes, quoi. Tu trouves jamais des chaînes à quelques centaines, quelques milliers d'abonnés. Enfin, t'en trouves peut-être, mais rien de comparable avec l'échantillon qu'on a obtenu nous. C'est peut-être, je me dis que c'est peut-être parce qu'ils se servent de l'API de YouTube, donc peut-être qu'ils ont récupéré uniquement les gens qui sont monétisés, qui ont accédé à la monétisation de YouTube. En tout cas, peut-être, hypothèse. De qui on parle quand on parle de ces vulgarisateurs-là, et vulgarisatrices? C'est parce que ça peut prendre en compte des gens qui font une vidéo de temps en temps en sciences, ça peut prendre en compte des gens qui font de la pseudo-science, ça peut prendre en compte des gens qui ont fait une vidéo il y a 5 ans qui depuis n'ont plus rien publié. Donc, c'était quoi la limite de votre échantillon en fait? Comment est-ce que vous avez choisi qui étaient des vulgarisateurs et vulgarisatrices? C'est comme tout sondage, un des points critiques, c'est la représentativité de l'échantillon. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on voulait pas du tout faire comme les autres publications, uniquement avoir un échantillon des chaînes qui ont le plus d'abonnés. Donc au début, on a essayé de cibler le plus large possible. Donc ça veut dire qu'on a agrégé des annuaires de chaînes YouTube. Donc on a agrégé les membres du Café des Sciences, les membres qui sont sur le site Les Internets, on a agrégé IXTV aussi, enfin on a pris plusieurs listes de vidéastes, on les a toutes mis ensemble, on a partagé tout ça sur les réseaux sociaux plein de fois, on a eu quelques publications qui ont été bien retweetées, donc on a permis aux gens qui voulaient s'ajouter à la liste de s'ajouter. Et ensuite, on a fait le tri là-dedans. Donc, on a eu, après avoir fait ça, on a eu, je crois, 2500 chaînes éducatives, mais éducatives au sens large, vraiment. Par exemple, on avait des tutoriels de photographie, ce genre de choses. Et ensuite, il a fallu trier ce qui était une chaîne scientifique et une chaîne pas scientifique. Et là, une fois de plus, c'est encore un énorme casse-tête puisqu'il n'existe aucune définition de ce qu'est la science. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur un site web qui s'appelle Web of Science, qui est un site qui procure un accès à des bases de données scientifiques, en gros, qui est pas mal utilisé par les chercheurs et qui a des catégories de disciplines scientifiques. Et on s'est servi de ces catégories-là pour dire si chacune de nos chaînes, dans notre liste de 2500 chaînes, était scientifique ou non. Donc, en fait, on a lu la description et le titre de chaque chaîne et on disait scientifique, oui, non, sur la base de cette liste de disciplines qu'on avait eue. Et on a fait ça à 3, donc 3 co-auteurs différents, pour être sûr qu'il y avait un accord assez important entre nous 3. Et au final, on a abouti à une liste de 622 chaînes. Donc, on a gardé 622 chaînes qui correspondaient à nos critères de ce qu'est une chaîne scientifique. Et ensuite, on a envoyé un email à chacune des personnes derrière ces 622 chaînes. Et on a eu... alors déjà, on a trouvé, je crois, des adresses email pour 90% des 622 chaînes. Et derrière ça, on a eu un taux de réponse à notre sondage de 29 ou 30%, quelque chose comme ça. Donc voilà comment on a procédé, ce qui est pas trop mal pour un taux de réponse, pour un sondage envoyé comme ça par email. 30%, c'est pas mal. Mais c'est sûr qu'on n'a pas non plus tout le monde. Alors sur notre échantillon de 622 chaînes, je suis assez confiant qu'on ait raté personne ou quasiment personne sur les vulgarisateurs scientifiques. Alors évidemment, il y en a qui sont créés tous les jours, mais quand on a fait cet article en juillet 2020, je pense qu'on avait vraiment une bonne représentation des vidéastes. Et après, par contre, il y a la question de savoir si les personnes qui ont répondu à notre sondage, parmi ces 622 chaînes, si elles sont elles-mêmes représentatives ou non. Et là, c'est beaucoup plus dur d'avoir des réponses. Et j'ai quand même regardé le nombre d'abonnés puisque tu nous avais posé la question. J'ai fait travailler Pierre Maslow pour qu'il nous produise un graphe en plus. Et on a au moins le nombre d'abonnés entre notre échantillon de sondage et notre échantillon total qui est quasiment le même, voire même les personnes qui ont répondu au sondage, elles ont un peu plus d'abonnés que l'ensemble des vidéastes de vulgarisation scientifique. Donc on n'a pas que des petites chaînes, on n'a pas que des gens qui ont 100, 200 ou 1000 abonnés qui ont répondu à notre sondage. On a vraiment de tout. On a des personnes qui ont que 1000 à 2000 abonnés, mais on a aussi des personnes qui ont plus de 100 000, 500 000 abonnés qui ont répondu. Donc on avait vraiment un petit peu de tout. Je vous rappelle que vous avez l'article en description et n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur chaîne YouTube respective. J'aimerais bien faire de plus en plus d'entrevues avec des vulgarisatrices et des vulgarisateurs à l'avenir et parler de la recherche actuelle qui se fait aussi autour de la vulgarisation ou de la communication scientifique au sens large. Alors j'espère que ce format vous plaît, hein, vous me dites. Mais sinon, nous on se retrouve la semaine prochaine.
Bye.